Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la philophobie. Alors je vais la faire tout de suite, comme ça on sera débarrassé. La philophobie, c'est pas la phobie de la philosophie. Pas du tout. Je sais pas comment ça s'appelle la phobie de la philosophie d'ailleurs. Mais en tout cas, la philophobie, c'est pas la phobie de la philosophie. Non, c'est la phobie de l'amour. Oui, c'est possible, ça existe. Voilà. De toute façon, on peut être phobique de tout, hein, si on va par là, je crois. Hein, il n'y a pas un objet ou une situation qui échappe potentiellement à la phobie. Donc on peut être phobique de tout. Donc si on peut être phobique de tout, on peut être phobique de l'amour, du fait d'être aimé et de l'engagement de l'amour. D'où cette vidéo d'aujourd'hui sur la philophobie. La peur de l'amour, la peur d'être amoureux, la peur d'aimer et potentiellement la peur d'être aimé. Alors, la philophobie, c'est une phobie, donc c'est une névrose, ce serait plutôt un trouble. D'abord, c'est quoi d'ailleurs la philophobie? C'est pas une maladie, non, c'est un trouble. C'est un trouble psycho-affectif, plutôt névrotique, puisqu'on rattache bien souvent la phobie de cette construction qu'est la névrose. Donc la philophobie, c'est un trouble. C'est un trouble psycho-affectif. Voilà, c'est pas une maladie, c'est pas une psychopathologie en soi, c'est un trouble. Certes, très invalidant, certes singulier, certes ayant ses propres caractéristiques, mais c'est un trouble. Cette phobie, en règle générale, comme toutes les phobies, génère de l'angoisse. On parle d'ailleurs très souvent d'angoisse phobique ou de phobie d'angoisse, tout en sachant que cette angoisse en lien avec la phobie, avec cette phobie, avec la philophobie, était bien évidemment souvent une angoisse préexistante. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette peur d'aimer, dans cette philophobie? On entend peur et on entend aimer. Voilà, ou peur de tomber amoureux, peur d'aimer. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en premier? La peur, bien évidemment, c'est un sentiment négatif. Hein, c'est un sentiment, c'est une émotion négative. Par anticipation. On a peur de quelque chose qui va se dérouler. D'accord? Donc il y a une anticipation. À plus ou moins long terme, mais c'est une peur anticipée. Voilà. Donc c'est une peur anticipée d'aimer. Voilà. Je redoute, j'envisage, je n'envisage pas le fait d'aimer, d'être aimé, de tomber amoureux, parce que ça va générer effectivement bon nombre de désagréments. Et tout n'est vu que sur le prisme négatif. Alors bien évidemment, la peur est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est très humain. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il est souhaitable, facile à dire bien sûr, d'organiser son existence sur ce sentiment, cette perception de la peur. On a parlé de la peur. Aimer, c'est quoi aimer? Vous en connaissez beaucoup de gens qui vont donner une définition claire, limpide, précise, incontournable de l'amour. Vous en connaissez beaucoup. Eh bien moi je vais vous dire qu'il n'y a pas grand monde. Pourtant il y a le Larousse, le petit Robert, bonjour pour la pub, je ne suis pas sponsorisé, tout va bien. C'est pas ça qui va me rapporter du pognon, et de toute façon je m'en fous. Le petit Larousse et le petit Robert, ils ont certainement leur définition de l'amour. Ok, c'est pas parce que le petit Larousse décline les choses comme ça, le petit Robert décline les choses comme ça, qu'ils ont raison, que l'amour ça se définit comme le petit Robert ou comme le Larousse le définit. Soyons d'accord là-dessus. On est combien sur cette terre? 7 milliards, je crois. J'ai presque envie de vous dire, il y a 7 milliards de définitions de l'amour. 7 milliards.
Pourquoi 7 milliards? Parce que chacun aura subjectivement une définition de l'amour. Chacun. Bon, globalement, si on fait un lot, on va retrouver à peu près la même forme. On est d'accord là-dessus. Mais chacun aura sa définition de l'amour. Et en quoi on a chacun une définition de l'amour? Eh bien, en fonction, c'est quoi l'amour? C'est pas une notion grammaticale. C'est pas une notion intellectuelle, l'amour. On peut en parler, mais c'est pas une notion intellectuelle. L'amour, c'est du ressenti. L'amour, ce sont des émotions. Mettre des mots sur des émotions est une chose excessivement complexe. L'amour, c'est plus une histoire de vécu, de ressenti, d'émotion que d'intellectualisation. Voilà en quoi, de manière presque péremptoire, je pourrais dire qu'il n'existe pas une définition uniforme, incontestable et incontournable de l'amour. Chacun aura, en fonction de son vécu, de ses expériences, de ses ressentis, de ses émotions, une définition ou une ébauche de définition de ce qu'est l'amour. Et comme disait Blaise Pascal, j'aime pas citer les auteurs en règle générale, je trouve ça excessivement redondant. L'amour a ses raisons que la raison ne sait pas. Voilà, pas mal. Pascal, pas mal Blaise. Indépendamment de cette tirade sur un fond de tenter de définir ce qui ne peut pas l'être, j'aime beaucoup cette formulation, ce qui ne peut pas l'être, parce qu'il y a être. Fondamentalement, on pourra toujours dire que l'amour, c'est effectivement un magma d'émotions, de perceptions, de sensations, de ressentis en lien avec une personne. C'est un lien, l'amour, c'est un lien affectif que l'on entretient avec une personne. Réel, fictif, fantasmé, mais néanmoins c'est un lien que l'on entretient avec une personne. Normalement, l'amour, c'est la joie, c'est la jouissance, c'est l'effervescence, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est la force. La personne qui est dans la philophobie, l'amour est vécu de manière totalement opposée. L'amour, c'est du stress, l'amour, c'est de l'angoisse, l'amour, c'est désappointant, l'amour rend nerveux. Autrement dit, la personne qui est touchée de ce trouble de philophobie laisse passer bon nombre de partenaires par peur de souffrir d'amour. Je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire en amont. La personne qui est dans la philophobie, elle a donc peur d'aimer. Pourquoi? Et autrement dit, et pardon de ne pas l'avoir dit plus tôt, la personne philophobe a peur de souffrir d'amour. Et elle anticipe cette souffrance, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la peur de souffrir d'amour en amont, pendant ou après? Autrement dit, d'aimer quelqu'un qui ne va pas l'aimer en retour, d'aimer quelqu'un avec qui il risque d'y avoir des complications relationnelles générant des souffrances, ou est-ce que c'est quelqu'un aussi, dans un troisième point, je dirais c'est la version après, qui risque de l'abandonner. Donc, puisque je suis susceptible d'aimer une personne qui ne va pas m'aimer, avec qui il pourrait y avoir bon nombre de turpitudes, ce qui me fera souffrir, et qui finira, in fine, par me quitter, il est mieux, plus protecteur pour moi que je ne rentre pas dans une relation d'amour. Autrement dit, ce sentiment, ce trouble ne se juge pas, jamais. Il ne faut jamais juger une angoisse, une posture potentiellement de fuite de quelque chose. Il faut l'entendre et il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut le cautionner, on est bien d'accord.
Il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à comprendre. Certes, aimer, c'est sulfureux. Aimer, c'est complexe. Aimer, c'est vertigineux. Aimer, c'est une émotion. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre à 20 ans ou à 30. C'est quelque chose qu'on a toujours connu. Je dirais même qu'on a grandi dans le sentiment affectif. On découvre l'amour dès notre plus jeune âge en lien avec les relations familiales. On découvre effectivement l'amour, mais on découvre potentiellement aussi les blessures de l'amour. Bien souvent, les personnes qui sont dans la philophobie, je ne vais pas vous refaire la tirade du qu'elle s'est réveillée le matin et elle a décidé d'être philophobe, ça ce n'est tout à fait, c'est pas possible. C'est un truchement, c'est un parcours, c'est une organisation qui fait que ce trouble, cette caractéristique s'est mise en place, s'est mise en œuvre. Autrement dit, c'est le parcours du sujet, de la personne, qui explique, qui raconte, qui permet de comprendre cette organisation philophobique. Un petit like si la vidéo vous a plu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. La personne philophobe, en règle générale, elle a un parcours chaotique, elle a un parcours complexe. Elle porte en elle un certain nombre de blessures, un certain nombre de traumatismes. Le philophobe, il doute toujours de l'amour de l'autre. Il doute de lui, bien évidemment. Hein, il y a une petite difficulté d'estime de soi, il y a peut-être une grande difficulté d'estime de soi, mais il doute de l'amour de l'autre. Il doute de l'autre. Il doute des sentiments de l'autre. Il en doute tellement que c'est souvent la résultante de la peur des sentiments de l'autre. Je ne sais pas qu'il doute de ses propres sentiments, bien que il sait qu'il est capable d'aimer. Ça va le mettre dans un état pas possible. Et très vite, il va se dire, oui, mais moi j'aime, je suis capable d'aimer. Ça ne va pas être dû clairement comme ça, de cette avancée-là, je vous le dis tout de suite. Hein? Mais je sais que je ne saurais pas aimer comme je n'aurais pas ce que j'attends. Je ne serais pas aimé comme je le voudrais. Vous connaissez quelqu'un qui va être aimé comme il voudrait, vous? Et puisqu'il va y avoir des complications, et que je ne vais pas être à la hauteur, et que de toute façon cette personne finira par me quitter, il est souhaitable pour moi, pour me préserver, de ne pas rentrer dans une relation d'amour. Sachant que ces personnes ont déjà vécu des blessures. Donc, quand on a été très blessé, on n'a pas envie de retourner sur le champ de bataille symbolique qu'est l'amour. Car oui, sur ce terrain, sur ce champ symbolique, on peut y récupérer les plus belles offrandes de l'existence. Mais on peut aussi y récupérer les plus grandes blessures. La personne philophobique, en règle générale, n'a pas forcément une bonne image d'elle-même. Pas l'impression d'être quelqu'un d'agréable, pas l'impression d'être quelqu'un de valorisé, de valorisant, pas une grande estime d'elle-même, pas une grande confiance en elle-même, pas l'impression qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, c'est peut-être mieux de mettre tout ça en retrait. Ce n'est pas moi qui le pense, bien évidemment, c'est la personne qui est philophobique et qui se dit vaut mieux mettre tout ça en retrait. Fondamentalement, pourquoi les relations d'un soir, mais surtout les relations très courtes, vont s'arrêter? Parce que la personne philophobe, ayant et présentant ce trouble, bien sûr, au fur et à mesure des semaines, voire en jours, vont trouver un petit défaut à quelqu'un et bien évidemment vont ressortir une maille à l'endroit, une maille à l'envers, elles vont broder, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on brode, voilà, mais c'est plutôt le tricot ça. Alors si je commence à confondre le tricot et la broderie, ça va plus du tout. Ça va plus du tout, j'arrête cette vidéo, elle n'a pas de sens, voilà. Elle est un non-sens total, eu égard à une confusion entre le tricot et la broderie. Mais les fondements psychologiques m'échappent moins que ceux du tricot et de la broderie, excusez-moi. Fondamentalement, la personne va broder, n'est-ce pas? Je brode bien, hein? Voilà. Elle va broder sur les défauts de l'autre. Et à cause du défaut de l'autre, tu comprends, je ne peux pas poursuivre la relation. Nous sommes face à une relation impossible.
Fondamentalement, c'est pas que la relation est impossible, c'est pas que l'autre a un petit défaut ou des petits défauts, c'est que derrière tout ça, en écran géant, bien évidemment, apparaît, je vous le donne, en 1000, apparaît la philophobie. Cette construction de la philophobie, cette peur de l'amour, de l'engagement et de la souffrance. Autrement dit, cette autoprotection. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui explique tout ça? J'en ai parlé déjà plus ou moins. Effectivement, on a alors des relations en général affectives excessivement chaotiques. On a un parcours d'enfant, de très jeune enfant, avec des parents, avec un microcosme familial, avec une considération ou une inconsidération, une valorisation, une dévalorisation. Qu'est-ce que cet enfant a vu? Qu'est-ce qu'il a vécu avec maman? Qu'est-ce qu'il a vécu avec papa? Qu'est-ce que papa et maman ont vécu ensemble devant lui, sous ses yeux, en première ligne, aux premières loges, si je puis dire? Voilà, il a vécu tout ça. Il a eu des petits amis, il a eu des petits copains, il a eu tout un tas de choses, blessures, en tourloupe. Je vous la fais courte sur ce terrain-là. Voilà, il a vécu tout ça. Il a eu des petits amis, voilà, ça s'est bien passé, ça s'est plutôt en général mal passé. Il y a eu un deuil, il y a eu des deuils, malheureusement, des disparitions, malheureusement, des décès possibles, potentiels, voilà, des incompréhensions. Il y a tout ça. Il y a un parcours d'une personne, d'une singularité qui vient dire attention à l'amour, tu souffres plus que ça ne génère de l'agrément. Donc méfie-toi de l'amour, c'est le passeport estampillé souffrance. Voilà, la plupart des gens, même s'ils en prennent plein la tête pour pas un rond en amour, ils repartent au turbin, ils repartent au combat. Allez, on y retourne, voilà, mais qu'ils y croient plus, ils retournent sur le marché. Bon, alors que effectivement, le philophobe me parle pas du marché. Il n'y a pas de marché, j'y vais plus, j'y vais pas, j'ai pas ma place. Voilà, il lutte contre ça, il se protège. Voilà, donc tout ce qui est traumatisme affectif historique remonte à la surface, pour ne pas dire occupe le terrain. L'amour, ce n'est que ça. Ils ne parviennent pas à croire en autre chose. Ils ne parviennent pas à croire que l'amour peut être différent de ce qu'ils ont vécu. Ça peut se comprendre, mais attention à ce prisme unique, unilatéral. Vous pensez bien qu'il y a d'autres prismes possibles face à une institution qu'est l'amour. L'amour est une institution, ça a un prisme, ça en a plusieurs. On peut le regarder d'une manière péjorative, on peut le regarder d'une manière Alice au pays des merveilles. Ça, on va rester 3 secondes là-dessus, vous savez que c'est pas le genre de la chaîne, mais on peut le regarder de manière assez réaliste. Oui, il y a quelque chose compliqué dans l'amour, mais il y a aussi un agrément absolument considérable, et il y a surtout le fait que c'est quand même relativement difficile de s'en passer. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est quand même difficile de faire ça. Certains y arrivent, hein. Chacun son petit arrangement avec soi-même. La vie est un rapport à soi-même. Ce qui compte, c'est que chacun trouve son équilibre. Voilà. Hein? Et tout ça ne se juge pas. Alors, pour sortir, parce que c'est pas impossible, de cette philophobie, bon, c'est un boulot. C'est un gros boulot, ça peut s'appeler psychothérapie, ça peut surtout s'appeler psychothérapie. Il n'y a pas 150 milliards de trucs, ça peut s'appeler psychothérapie. Ça ne repose que sur un fondement de base, c'est la reconnaissance de son trouble. Oui, je suis philophobe. Alors, moi ça fait 21 ans que je consulte, hein. Je vous le dis tout de suite, on est en 2021, ça fait 21 ans que je consulte. J'ai jamais vu un mec ou une nana débarquer chez moi en me disant « Vous savez pas quoi, je suis philophobe ». Non, j'ai jamais eu ça. Je serais presque le premier à lui dire « Pardon ». Donc ça, c'est pas possible. Non, personne ne le fait. Mais effectivement, l'organisation, le truchement de la conversation qu'on va avoir va permettre effectivement de le déterminer. Voilà. Il y a des gens qui, effectivement, ne vont pas utiliser cette appellation. Ils vont dire, j'ai peur d'aimer, dès que je suis aimé, je me tire en courant. Voilà, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, ainsi de suite. On va très rapidement le comprendre. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est le fondement numéro 1. Ce n'est pas possible de travailler sur une matière, sur un trouble, s'il n'a pas été intelligiblement repéré, répertorié. Voilà. Fondamentalement, cette thérapie ou cette réflexion, et notamment celle que vous allez avoir en voyant ces quelques
j'allais dire ces quelques lignes, ces quelques paroles. C'est-à-dire que ça peut être intéressant d'amener la personne qui a souffert de ça, le traumatisé de l'amour, on pourrait l'appeler, à apprendre, je dis bien apprendre, pas d'un coup, il n'y a pas de baguette magique, hein, on est bien d'accord, ça n'existe pas ça. Voilà, il n'y a pas de perlimpinpin, hein, on est bien d'accord. Apprendre à regarder potentiellement les choses autrement. Peut-être un petit peu plus du côté de l'agrément et un petit peu moins du côté du désagrément. Un petit peu plus du côté de l'effervescence et un petit peu moins du côté du négativisme. C'est facile à dire, on est dans le fait d'amener l'autre vers le fait qu'il voit tranquillement, à sa manière, les choses différemment. Voilà, ça me paraît difficile d'un coup de baguette magique ou d'un exercice de style, fais ci, fais ça, mets un slip rouge, mets une veste noire, mets un col roulé blanc et tu verras, tu vas aimer. Faut arrêter tout de suite les conneries. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui me paraît important, c'est que la personne, si elle reconnaît qu'elle a elle-même un trouble en lien avec l'amour, c'est qu'elle accepte l'idée que c'est bien elle qui a un problème et que tous les gens qu'elle a connus dans sa vie et qu'elle a dézingués, façon de parler, c'est pas eux qui avaient un problème. C'était plus facile par contre de pointer du doigt leur petit pseudo-problème que de regarder sa véritable problématique. On est d'accord là-dessus. Donc cette prise de conscience est l'élément clé. C'est la clé de voûte de la capacité à pouvoir passer à autre chose. Voilà, ça c'est capital. Sans cette clé, c'est très difficile de passer à autre chose et de fonctionner autrement. J'ai pris un plaisir immensissime à vous parler de cela, avec une conviction absolument inébranlable, et de décrire les phénomènes, les enjeux qui étaient derrière cette fameuse philophobie. Prenez un immense soin de vous, je reste avec vous, je reste près de vous, passez une bonne soirée, merci d'avoir regardé cette vidéo, passez un bon week-end, une excellente semaine. On se retrouve très rapidement avec un autre sujet. Prenez grand soin de vous, à très bientôt.